Bonjour, bonjour les amis, bonjour les amis. Encore une fois de plus, nous sommes à l'antenne pour partager des sujets qui nous préoccupent davantage, des sujets de leadership. Et aujourd'hui, nous allons faire peut-être un petit survol sur on va effleurer un petit peu la difficulté que nous avons sur les fonctionnements de partis politiques. Fonctionnement de partis politiques. Nous avons au Congo 910 partis politiques et chacun de ces partis a un bureau du secrétariat national, c'est-à-dire c'est une organisation interne, mais c'est à ce sujet que nous avons besoin de nous entretenir aujourd'hui. Nous savons que Nous savons que beaucoup de, beaucoup de ces partis politiques, ben, on peut dire qu'ils sont appelés partis politiques, mais en réalité, c'est que des coquilles vides dans l'aspect organisationnel. Et puis bon, c'est que dans la profondeur des buts, des objectifs poursuivis par ces partis politiques, il n'y a rien de parti politique là-dedans. Mais nous avons des difficultés à ce niveau. Mais d'abord, la première des grandes difficultés, c'est souvent nous disons que les Congolais commencent une chose, mais ne la finissent pas. Et nous avons vu dans beaucoup de cas une espèce d'enthousiasme, les gens qui commencent une, euh, une activité, mais qui au final, c'est une montagne qui n'accouche que d'une souris. Et aussi, vous allez comprendre, c'est pas pour insulter ou to beat down someone, insulter quelqu'un, mais il y a un dicton qui dit que ce sont les tonneaux vides qui font beaucoup de bruit. Vous allez remarquer également que nous sommes des champions de la parole. Nous parlons beaucoup, 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 mais en fait, quand on examine dans le fond, ben, c'est un tonneau vide. Donc, il y a besoin de nous remplir de substances et de connaissances pour ne pas, comme un fût, quand il est plein, ben, il est balancé sur le goudron, il fait pas beaucoup de bruit. Mais s'il est vide, je vous garantis que ça va réveiller tout le quartier. Donc, nous sommes souvent victimes, nous, dans la congolité, de l'ignorance des procédures, surtout comment faire les choses. C'est au niveau du comment faire que nous avons. C'est au niveau de compétences, je pourrais dire, au niveau de comment faire les choses. Et donc, nous avions parlé nous avons parlé également de la manière dont le Congo n'a pas été bien préparé pour pouvoir gérer le pays. Nous avions parlé du commis ou de l'administratif, l'agent administratif. C'est celui-là, c'est quelques-uns des éléments qui étaient comme les évolués de cette époque, qui avaient eu une quelconque formation, qui pouvaient assurer quelques rôles que les colons pouvaient compter sur une élite, un noyau de gens comme ça. Ça, ce sont des administratifs. Et lui-même, on a parlé beaucoup d'administrateurs, administrateurs du territoire surtout. C'est le mot qui revient souvent quand on parle de la gestion décentralisée du Congo. Et il y a administratif, administrateur et gestionnaire et les leaders. Donc, pour qu'un pays marche la tête en l'air, les pieds sur les sols, il y a besoin de combiner tout ça. Mais ça passe par la formation. C'est pour cette raison que nous avions fait allusion à l'importance surtout de la formation, c'est-à-dire de changer ou changer la façon de former les cadres du pays. Et il faut passer structurellement par les changements de comment nous formons nos cadres, comment nous formons nos enfants. Donc, nous sommes au niveau du parti politique. Les trois grands défis,
je dirais, au sein des partis politiques, et c'est au sein de toutes les structures de la congolité. Parlons d'abord au sein des partis politiques. C'est les trois défis du sociétal congolais. C'est d'abord au niveau du juridique. Au niveau du juridique, là, nous avons du mal à nous accrocher au prédit de la Constitution. Tout ce qui a trait aux ordonnances présidentielles, tout ce qui a trait aux décrets ministériels, tout ce qui a trait à la loi, tout ce qui a trait au code du travail, tout ce qui a trait à la convention collective, tout ce qui a trait au contrat de travail, ce que nous pourrons appeler aussi contrat d'embauche, tout ce qui a trait au contrat de mariage, tout ce qui a trait au contrat de divorce, ou tout ce qui a trait au code pénal, au code minier, au jugement et aux arrêts des cours, toute la partie juridique au niveau de l'État, au niveau des entreprises, au niveau de la société, nous avons du mal à nous accrocher à ça. Soit il y a des lois qui sont ignorées. Il y a un dicton administratif qui dit juridique, nul n'est censé ignorer la loi. C'est-à-dire que, bon, vous pouvez ignorer la loi, mais dès l'instant que elle a été promulguée au niveau du journal officiel. Nul n'est censé l'ignorer. Vous pouvez vous justifier comme vous voulez, mais dès l'instant que c'est sorti, vous êtes en dehors de l'application de cette loi. Vous tombez dans le coup du jugement, de la sentence, de la condamnation. Ça, c'est le premier défi. Ça, c'est même au niveau des partis, au niveau des partis, des partis politiques. Parce que là, il y a l'aspect juridique, il y a les statuts, par exemple, il y a les statuts, il y a les règlements de l'intérieur, il y a les procédures, la marche à suivre, toutes ces choses-là qui sont totalement ignorées. Pour quelle raison? Je n'en sais trop rien. Mais le deuxième défi sociétal pour les Congolais, bien évidemment, c'est au niveau organisationnel. Les Congolais se mettent ensemble, ils ont de bonnes intentions. Mais là où le bas blesse, c'est qu'ils ne savent pas comment organiser la structure auprès de laquelle ils sont ensemble. Euh, toutes les réunions ou les organisations, ça peut aller de club de football, ça peut aller les groupes des mamans qui font le prêt mensuel. Chacun il prend quelques sous, ou par semaine, ou toutes les 2 semaines, ou tous les mois. Et la tontine, des choses comme ça. Ce sont des bonnes structures. Mais en fait, quand on regarde bien, ces structures ne sont pas organisées. Du tout, ne sont pas organisées. C'est beaucoup plus, on va, c'est des conventions, c'est des codes, hein. On se dit que bon, on va faire ça et puis on fait. Mais rien de l'aspect juridique de ça, rien de l'aspect organisationnel. Parce que là-dedans, l'aspect organisationnel, ça c'est le deuxième point du sociétal congolais. Le deuxième point, deuxième difficulté au niveau du sociétal congolais, c'est l'organisationnel. Donc, c'est à ce niveau que, bon, quand on est ensemble dans le parti politique ou dans toute autre forme d'union, on doit savoir que l'organisation, à ce niveau, on a besoin de retracer l'organigramme de la structure. L'organigramme, c'est une espèce de charte qui nous permet de voir euh, qui est où dans la structure. Non pas seulement qui est où, mais c'est aussi en fonction des attributions. Donc, cet organigramme nous démontre qui dépend de qui. Et souvent, au Congo, nous ne savons pas qui dépend de qui. Tout le monde est chef, un gouvernement, mais il y a un président, il y a quatre premiers ministres. Parce qu'en réalité, dans la congolité, dans les sangs, dans l'âme du Congolais, il n'y a pas cette notion d'organisation pour se dire que dans une structure, il ne doit pas y avoir deux têtes, c'est un monstre, mais souvent nous avons la dualité au niveau de la gouvernance, au niveau de la direction.
Et dès l'instant qu'on n'a pas encore appris ça, c'est là on se bouffe le nez. Et on doit, à ce niveau, être en mesure de donner clairement les attributions. Les attributions doivent être clairement définies en fonction des compétences des uns et des autres. Ça, c'est la subdivision du travail, la division du travail. Pour qu'on arrive à atteindre des objectifs, il faut comprendre qu'on est censé distribuer le travail, donner du travail selon les compétences des uns et des autres, pour que, dès l'instant qu'ils s'y mettent, qu'il y ait un résultat final qui dépend surtout, bien évidemment, de la manière dont la structure, l'organisation est organisée. Je m'excuse de la tautologie. Le troisième aspect, le troisième défi sociétal de la congolité, c'est le fonctionnement. Le fonctionnement. Les juridiques, l'organisationnel et le fonctionnement. Nous avons du mal à appréhender, nous avons du mal à comprendre comment fonctionnent les choses. C'est au niveau de l'organisation, des jours, des horaires, des cycles. Un travail, c'est bon, c'est du lundi au vendredi, on travaille de 7 heures du matin jusqu'à 16 heures. Vous voyez, je donne une idée. Euh, Pardon. Oh, je m'excuse un petit peu. Ah, je suis désolé. Donc, je suis désolé, sincèrement, un peu enrhumé, peut-être le froid, mais bon, c'est pas bien grave. Et vous savez, c'est savoir planifier le timing où les gens se mettent ensemble et ils travaillent. C'est les horaires, c'est tracer la périodicité dans l'exécution du travail. Et une non-profit organization, on sait que bon, les réunions, c'est au niveau, je parle pas au niveau du bureau. Le bureau, il est là, mais les gens, ils sont là peut-être 4 fois par semaine ou 5 fois par semaine. On sait on commence d'été là. Mais une assemblée générale, par exemple, c'est tous les 6 mois, selon les statuts de beaucoup de pays, tous les 6 mois. Assemblée générale ordinaire, tous les 6 mois. euh, Tous les 6 mois, bien évidemment. Et Assemblée générale extraordinaire, c'est quand il y a des urgences ou il y a des choses. Et selon l'aspect juridique du statut, ben, il y a les principes des quorums. C'est 3/4. Si c'est atteint, la réunion elle a lieu. Donc ça, c'est le fonctionnement. Mais vous allez remarquer que les grandes difficultés que nous avons, c'est à ce niveau, à ces trois niveaux. À ces trois niveaux. Pourquoi? Parce que si tout du moins euh, nous avons été victimes de ce que je venais de dire, pour qu'un pays décolle, il y a besoin d'avoir... c'est là qu'il faut changer aussi il faut changer l'éducation, la formation des cadres. Euh, J'insiste, d'abord, il faut former les administratifs. De deux, les administrateurs. De trois, les gestionnaires. De quatre, les ingénieurs. Et de cinq, nous avons besoin d'avoir des leaders. Très, très, très important. Alors maintenant, quels sont dans euh, dans un système les attributions qui sont dévolues à un administratif? Parce que je venais de dire que ce sont les gens que les colons, ils ont essayé de donner une certaine formation. Ils ont donné à eux une certaine formation. Alors maintenant, quelles sont les attributions ou les tâches qui sont dévolues à un administratif? Oui. Donc, il faut bien que l'on comprenne, si tout boite dans nos milieux, c'est parce que on confie des responsabilités à n'importe qui, peut-être parce que c'est un ami, il est fidèle au groupe, et puis bon, sans pour autant tenir compte de ses compétences. Normalement, ça devait être quelqu'un qui a au moins un bac plus 3. Quelqu'un qui a, pour parler comme Congo, c'est quelqu'un qui a un niveau de graduat, par exemple. Et ben, ce système, il est différent du système américain. Donc, c'est à ce niveau, je parle pour que le frère du Congo comprenne. Ben, en dehors des partis politiques, des organisations à but non lucratif, les syndicats et les autres domaines. Euh, euh,
quel que soit le secteur d'activité, secteur primaire, secondaire, tertiaire, vous allez comprendre que tout cela a besoin des agents administratifs. Tous ces secteurs d'activité ont besoin des agents administratifs. Donc, je voudrais vous donner, par exemple, quelques exemples de corporations qui ont besoin d'agents administratifs dans tous les trois secteurs hein, économiques, secteur primaire, secteur secondaire et secteur tertiaire. Donc là, dans, dans les primaires, l'administratif a une grande place de choix. Dans les primaires, faisons mention de l'agriculture, par exemple, euh, on- les exploitations agricoles, les entreprises de production de fruits et légumes, ce sont des entités euh, qui doivent fonctionner selon les normes administratives. Même à ce niveau, au niveau du primaire, le secteur primaire, et nous voulons faire la différence, nous avons besoin d'avoir euh, des agents administratifs, mais qui sont spécialisés dans l'agriculture. Et il y a besoin d'une formation technique, administrative, technique surtout, parce que c'est là même qu'on va ouvrir l'intelligence des agriculteurs pour qu'ils quittent d'une agriculture vivrière, les champs du village, à une agriculture industrielle. Vous voyez, ces changements de mentalité, ça ne peut pas venir si tout du moins les gens ne sont pas formés à la partie technique d'abord, technique de l'agriculture, et aussi le plus important, ils doivent être formés dans la partie administrative qui va avec l'agriculture. Très important. Il y a une forme de paperasse. Comment est-ce qu'on va agencer? Nous allons, je ne vais pas dévancer, mais je vais donner les éléments qu'il faut donner à toutes ces structures. Le secteur primaire aussi, là, quand on parle de, non pas seulement l'agriculture, on parle de la pêche, des entreprises de pêche, des aquacultures, tout ça, ça passe par la formation. On a besoin de l'expertise. Former les gens à manier le poisson, à élever le poisson, à nourrir le poisson et à gérer les stocks de médicaments, de nourriture pour les poissons, quelle est la durée qu'il faut garder les poissons dans l'eau et à quel moment il faut le pêcher, à quel moment. Tous les traitements qui a trait avec les poissons, à partir de l'eau jusqu'à l'assiette. C'est des techniques qui doivent être apprises et qui doivent aller de pair avec une administration spéciale et spécifique pour la pêche. C'est pareil également pour la forêt, pour toutes les entreprises forestières, scieries. C'est pas un bout de cheveux qui tombe dans la soupe comme ça. Non, c'est des compétences. C'est pour cette raison qu'il faut comprendre. Il faut comprendre, former les gens à la technique des entreprises forestières et former à l'administration par rapport à ça. Et les carrières, les mines, c'est pareil. Donc, on a besoin de former du monde dans les entreprises d'extraction minière, charbon, coltan. Il y a besoin de former. Donc, les gens, il y en a qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, mais on peut former ces gens-là à être très efficaces au niveau du primaire, mais de l'extraction. Et les gens qui ont Bac+2, ils peuvent travailler avec les cadres et les ingénieurs qui sont allés à l'université. Ils sont au niveau de la conception, ils peuvent aussi. À ce niveau, vous comprenez que non pas seulement qu'on va enseigner la partie technique, mais il y a aussi cette technique qui va avec l'administration. C'est là la partie administrative qui va avec. Et vous pouvez être ingénieur, mais si vous n'avez pas. La plupart des temps, chez nous, ben, écoutez, les gens, ils sont formés à la va-vite, mais il n'y a pas la partie administrative qui est accolée à la compétence. Et d'où nous avons du mal. Et ça, c'est seulement, non pas seulement au secteur primaire, au secteur secondaire, qui a trait à l'industrie manufacturière, usines de production des biens de consommation, des entreprises de construction, par exemple. Dans les secteurs secondaires, bon, les bâtiments et les travaux publics, vous savez, ici aux États-Unis, l'Espagne, ici, ils ont maîtrisé la construction à un niveau où vous ne pouvez pas réaliser. C'est du bois qui est lancé.
dans le chantier, après une semaine, c'est la brique, et puis bon, c'est la vitre, et puis ils sont tellement champions, mais par moments, les gens qui ont du mal à écrire leur nom. Mais c'est pas forcément parce que quelqu'un n'a pas appris à écrire le nom qu'il ne peut pas être rodé et formé dans la technique de faire et construire des bâtiments. Et donc aussi, ça, c'est aussi vrai au niveau des entreprises de construction, au niveau des génies civils. Il y a une partie technique, il y a une partie administrative. Au niveau toujours dans les secteurs secondaires, au niveau de l'énergie, les entreprises de production d'électricité, de gaz, ce sont des gens qui maîtrisent euh, l'aspect technique, qui doit avoir la maîtrise totale de l'aspect technique à trois niveaux. Les journaliers, euh, les ouvriers qui sont formés au tas et les autres, les brevetés diplômés et aussi les ingénieurs qui ont un cursus aussi assez évolué, ils doivent avoir la formation totale. Mais j'insiste beaucoup sur l'aspect administratif. Très important. Au niveau du secteur tertiaire, les commerces, entreprises de vente au détail, commerce en ligne, il faut comprendre que on peut être formé à vendre au détail, mais il y a toute une paperasse derrière. Et si on n'arrive pas à maîtriser toute cette partie des paperasses, la relation avec les fournisseurs, la relation avec les banquiers, la gestion des stocks, vous voyez, il faut gérer toutes ces fiches toute cette multitude de tâches diverses et variées, c'est racolé surtout à l'administration par rapport à chacune des compétences. Les banques, les services de santé, les services, par exemple, des entreprises de conseil, de communication, de logistique, c'est fou. Quand, par exemple, on voit comment fonctionnent des grandes surfaces, mais c'est des chaînes avec des véhicules, il y a les champs qui sont là, il y a des camions qui vont chercher des betteraves, des pommes de terre, et ils vont les conditionner dans des frigos, ils vont les charrier pour les amener dans des entrepôts, les entrepôts qui sont frigorifiés, et de là, c'est répertorié par rayon. Et c'est pas un hasard. Il y a toujours faire comprendre, à enseigner, donner ses connaissances au niveau du peuple, au niveau des gens, à ces trois niveaux. Nos enfants qui n'ont pas pu avoir la chance d'aller à l'école, ils peuvent être aidés à ça. Et aussi ceux-là qui ont eu un bac et qui n'ont pas pu aller loin, ben, bac plus un plus 2 plus 3 ce sont des génies qui peuvent faire la différence. Et aussi les ingénieurs, carrément, comme on a parlé de tout ce qui a trait à l'air, au soleil, à la terre, on doit avoir des gens qui conçoivent. Pour les gens de ce niveau, j'imagine que c'est beaucoup plus. On va leur montrer la partie administrative qui est à cheval entre l'air technique et puis. Mais il y a besoin, plus que ça, que même ces gens-là qui ont été formés à l'engineering, qu'ils soient formés aussi à la gestion de la chose publique, à la gestion de l'entreprise. Et c'est pour cette raison qu'en France, par exemple, les gens qui ont fait, les politiciens français, qui ont fait les Sciences Po, il y en a qui combinent les sciences administratives. Pourquoi? Parce que je suis politicien, mais ils rajoutent également la partie administrative. C'est pour les renseigner comment interagir avec le monde de la politique, le monde du travail, le monde de l'entreprise. Parce que derrière l'aspect politique, où on prend des décisions, on conçoit des lois, mais il y a aussi l'aspect faisabilité. Ça, c'est très important. Et aussi, quand on voit l'aspect, quand on parle, par exemple, de cet aspect où on parle de la santé publique, les hôpitaux et les cliniques, bon, ça, ça, c'est encore. J'ai été dernièrement admis à l'hôpital pendant une semaine, mais en parlant avec les infirmiers, bon, un monsieur qui me dit, tu vois, je suis avec toi ici. Je suis obligé de noter tous les éléments tout ce que je vais devoir faire. D'abord, je dois lire ce que le médecin a écrit et je dois interpréter en, le, le, le prescrit médical. Et quand je pose mes actes, je dois
prendre le temps d'aller écrire tout ce que je fais. C'est-à-dire, s'il passe avec moi 20% du temps, il me dit 80% du temps, c'est au niveau de la paperasse. Vous avez imaginé ça? Il passe au niveau de la paperasse. Parce que en soignant les gens, il est dans un système, c'est pas lui qui invente, parce qu'il doit suivre les rapports de laborantin, il doit suivre les rapports du médecin de garde, il doit suivre les rapports du médecin spécialiste. Et tout ça là, pour un malade, c'est confiné dans un fichier. Souvent, c'est des fichiers électroniques qui peuvent être compris comme la plateforme intranet. Vous voyez? Là où tout le personnel administratif, tout le personnel médical, tout le personnel paramédical, ils communiquent dans un réseau privé qui est accessible uniquement aux employés de l'hôpital. Ils peuvent communiquer là-dedans. Et cette plateforme, qui est connue, comme je viens de le dire, sous forme d'intranet, sert bien évidemment à partager des informations, les fichiers, les informations et tout ce qui a trait aux malades dans une institution de santé. Et ici aux États-Unis, ils ont même fait un système où l'hôpital général, les départements de la santé, il est aussi en réseau avec avec la médecine familiale. Donc, ces systèmes, il peut aussi offrir des services en ligne, intranet, pour la gestion des ressources humaines, telles que des demandes de congés, de gestion des salaires. Ça se fait dans ces réseaux intranet, qui est assez complexe. Il peut, comme je venais de le dire, il peut s'étendre également au niveau des institutions de santé pour atteindre les urgences médicales, c'est-à-dire l'hôpital général, les urgences et aussi le médecin de famille qui sont communément connus sous les noms de primary care. Oui, ils ont essayé d'informatiser les données les départements de la santé en faisant l'interconnexion entre les personnels médicaux et aussi les malades. Et parfois, les malades, ils ont leur portail. Tu as ton code, password, et tu entres dans ta fiche, tu communiques avec ton médecin. Et tu lui adresses un mot et le médecin te répond aussi tout de suite. Et ça, c'est l'aspect communicationnel, l'aspect, je veux dire, administratif, l'aspect administratif. Donc, c'est pareil à tous les niveaux. Mais maintenant, toutes ces entreprises, dans les primaires, dans le secondaire, dans le tertiaire, ont besoin d'agents administratifs pour gérer les tâches administratives. Les partis politiques ont besoin d'agents administratifs pour gérer les tâches administratives. Euh, ces entreprises doivent gérer des tâches comme la comptabilité, la gestion des ressources humaines, la communication. Ça, c'est hyper important. Alors maintenant, la question que quelqu'un va devoir me poser, c'est quoi, pasteur? C'est quoi un administratif? J'ai eu l'occasion de vous le dire en avant. Ici, ça ressemblait à quoi? C'est simplement un agent, un auxiliaire ou un employé d'une administration. Tout simplement. Prenez l'exemple, les Belges, ils viennent, ils arrivent au Congo, ben, ils prennent quelques commis à qui ils donnent quelques formations à la carte, et puis cela, ils accomplissent une tâche un peu à la robotique, un peu comme un robot. Mais vous demandez à la personne pourquoi tu fais ça, il va peut-être te donner 20% d'idées, mais les 90% d'idées, il ne sait pas. Il est là comme un exécutant. Donc, alors, maintenant, c'est ça qui fait défaut souvent, parce que, bon, on est en train de parler du pays. Le pays, ça passe par l'art de la réflexion, mais ça passe par les partis politiques. Ça passe par les partis politiques. Et là-dedans, nous avons les statuts, tous les partis politiques ont des statuts, tous les partis politiques ont des règlements de l'intérieur, mais il y a aussi des bureaux. Vous voyez, les grands challenges, c'est que comment est-ce que les bureaux d'un parti politique se gèrent? Comment est-ce que, avant d'atteindre du monde, d'intéresser les gens pour la vision, il y a besoin d'avoir un noyau. Ça, c'est les bureaux. Et là, dans les bureaux, il y a besoin d'avoir un administratif au sein de ce parti. Il est assimilé, bien évidemment, à un secrétaire qui est compétent, expérimenté. Et les conseils que je pourrais donner pour tous les partis politiques en Afrique, il faut prendre les gens chevronnés
bac plus 3, quelqu'un qui a des connaissances au niveau de l'administration, ou quelqu'un qui a une expertise, une expérience. Non, ça doit être un secrétaire qui a travaillé pendant très longtemps et qui a une expérience. C'est un agent administratif qui sera responsable. Pourquoi? Parce qu'il sera responsable de beaucoup de tâches et de beaucoup de responsabilités qui varient en fonction, bien évidemment, du parti politique, à partir de la vision de ces partis politiques, à partir des buts, des objectifs de ces partis politiques. Et c'est ça. Donc, alors, là où le bas blesse, j'ai donné la topo de secteurs d'activité. Peut-être que c'est pas forcément tout ce qu'il y a comme l'organisation du travail, mais c'est justement pour vous donner une idée des secteurs d'activité et des corporations qui peuvent utiliser et les ressources humaines, matérielles et les ressources financières. Alors maintenant, quelles sont les attributions et les tâches courantes d'un administratif au niveau du parti politique? On peut appliquer ces principes dans tous les secteurs d'activité, comme je viens de les énumérer, mais là où nous parlons politique, euh, c'est à ce niveau, quelles sont les attributions et les tâches d'un administratif? Parce que nous avions dit que les difficultés sociétales que nous avons au niveau du législatif, au niveau de l'organisationnel et au niveau du fonctionnement, au niveau du fonctionnel. Alors maintenant, parce que nous avons un parti politique. Là-dedans, il y a le secrétaire général, il y a tous les grands cadres, tout ça. Les grands cadres, c'est bien, mais ce n'est pas les grands cadres qui est censé faire tout le travail. C'est là qu'intervient la notion de la direction. La direction, c'est faire que le travail soit fait par d'autres personnes. C'est pas parce que tu es le numéro un que tu dois être au four au moulin faisant les petites tâches administratives du parti politique. Parce que ce n'est pas les leaders, les top leaders, le numéro un, c'est un agent qui a pour attribution ses rôles, il doit les jouer. La première des choses, ce sont des tâches administratives. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle ce monsieur un administratif, oui, cette dame une administrative. Les tâches, la gestion administrative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne qui est représentée dans le bureau est censée gérer les dossiers et les archives. Il y a beaucoup de dossiers, beaucoup d'archives, et cette personne est censée les gérer. Cette personne, de deux, est censée préparer les documents et les rapports. Il faut être en mesure de préparer les documents euh, du parti politique et les rapports qui sont faits de part en part. Et il faut assurer aussi la communication entre, d'abord, d'une part, les responsables de la structure et il y a aussi les membres du parti. Il y a aussi les fournisseurs qui fournissent les prestations. Il y a aussi les clients. Il y a aussi les collègues. Donc, un administratif, il doit être à mesure de pouvoir gérer tout ça. La gestion administrative d'abord. La deuxième gestion qui lui est reconnue comme responsabilité à cet agent administratif, c'est la gestion du temps et de l'organisation. Gestion du temps. Il faut planifier et organiser les rendez-vous et les réunions. Le secrétaire général ou le numéro un, il a 1000 rendez-vous partout avec tout le monde. Mais il y a besoin que quelqu'un soit là en train de planifier un téléphone pour répondre à tous ces appels, les contacts extérieurs et euh, sur base de ces contacts, bon, les cadres du parti vont être obligés de rencontrer du monde. Ils ne vont pas le faire comme ça d'un coup de tête. Il faut d'abord planifier et organiser les rendez-vous. Non pas seulement les rendez-vous, il faut aussi organiser les réunions. Vous voyez, je vous ai parlé du fonctionnement, du fonctionnel. Les réunions, organiser les réunions, c'est c'est dans un mois, c'est un lundi à 15 heures. Vous voyez, cette organisation, c'est pas quelque chose du hasard. C'est dans les fonctionnels. Mais ce monsieur, il est censé gérer les temps et l'organisation. Il doit gérer les agendas et les calendriers. Très important. Il doit prioriser les tâches et les projets. Très important. Troisième attribution, il y en a beaucoup, hein, mais troisième attribution, c'est la communication et le relationnel. Donc, ce personnage est censé répondre aux appels téléphoniques et aux emails. Communication.
il doit accueillir les visiteurs, il doit accueillir les nouveaux membres, il doit parler aux membres sympathisants. Il y a des membres, vous savez, dans beaucoup des statuts non-profit organization, il y a une catégorie des membres. Donc, il est obligé d'être en mesure de pouvoir parler à ces gens-là, les accueillir, par moment les connaître. Donc, il doit fournir des informations et il doit aussi répondre aux questions qui lui seront posées au niveau de la communication. C'est un agent. C'est pas le top numéro un, le président du parti qui va être au four au moulin répondant à tout bout de champ des gens qui veulent savoir au niveau de la communication. Quatrième élément, c'est la gestion des données et des données et des informations. Comment est-ce que tu gères les infos? Je ne parle pas de grands, mais au niveau du bureau du parti politique. Ça, c'est le secret de la réussite. La gestion des données et de l'informatique. Donc, déjà, au départ, il faut comprendre, c'est administratif. Je ne parle pas d'administrateur, parce que l'administrateur, c'est peut-être les boss, c'est peut-être le numéro un du parti. Mais je ne parle pas d'administrateur, je ne parle pas des gestionnaires, je ne parle pas des leaders, mais je parle d'administratif. Qu'est-ce que, quelles sont les attributions qui lui sont dévolues au niveau de la gestion des données et des informations? Un, il doit posséder et savoir utiliser un ordinateur. Vous ne pouvez pas avoir un secrétaire qui ne sait pas comment utiliser un ordinateur, qui n'a pas d'ordinateur, qui ne peut pas ici aussi non plus utiliser d'ordinateur. Donc, nous, nous confier des responsabilités de cette nature au niveau du parti à ces personnages, nous avons besoin de comprendre qu'ils maîtrisent la bureautique. Le logiciel, l'ordinateur est là, mais là-dedans, il y a les systèmes d'exploitation. Un système d'exploitation, Word, Excel, Access, Publisher, PowerPoint. Ce sont des logiciels qui sont vendus avec l'ordinateur. Est-ce que l'administratif à qui vous avez donné une responsabilité au niveau du parti, il sait manipuler l'ordinateur, il sait maîtriser la bureautique, il sait travailler sur Word, est-ce qu'il sait travailler sur Excel, il sait faire les tableaux? Il y a des moments où on va faire des temps. Il y a des moments par moment où vous n'allez pas acheter des carnets de factures, mais c'est lui-même, il doit concevoir des factures, il doit concevoir des éléments, des tableaux complexes et compliqués. C'est pas du hasard. Et est-ce que le responsable, l'administratif, est-ce qu'il sait créer de papier en tête? Est-ce qu'il sait créer des cartes de visite? Et il sait créer des flyers? Parce que si tu maîtrises la bureautique, tu as une connaissance par rapport à tout ça. Est-ce qu'il peut faire ces éléments? Il peut concevoir des papiers en tête? Il peut faire des flyers? Est-ce que dans le bureau, il y a connexion Internet? Est-ce qu'il peut savoir naviguer à social media? Est-ce qu'il sait le faire? Est-ce qu'il sait saisir et mettre à jour les données dans les systèmes informatiques? Parce que s'il y a un élément qui coince, ça fait la lourdeur de la structure et ça fait l'inefficacité et même la nullité de ce que vous êtes en train de faire. Un élément important. Vous comprenez, euh, gérer ces bureaux-là nécessiterait également gérer les bases des données et la gestion de la base des données avec des tableaux et des fichiers. Et par moment, vous êtes obligé euh, de piocher par vous-même dans le tas. Vous faites des tableaux sous Excel, vous faites les colonnes et vous cherchez à Google ou je ne sais pas comment, si vous n'avez pas de logiciel comme Compass, un logiciel avec lequel j'ai travaillé à Paris, Compass, il y a quelques temps, mais il y avait toutes les coordonnées des entreprises, les noms du patron, l'adresse, le numéro de téléphone, le numéro de fax, toutes les informations. Mais malgré qu'il y avait ça, mais il fallait faire du copier-coller, hein. Copier-coller, les plaquer dans le tableau, parce que tout ce qui vous donne là n'est pas forcément proportionnel à ce que vous avez, ce dont vous avez besoin au niveau de votre parti. Donc, il y a besoin de savoir que ben, c'est un travail de fourmis, hein, c'est un travail de fourmis.
Est-ce que ce monsieur à qui vous avez confié cette responsabilité, c'est pas du hasard. Donc, il faut aussi, au-delà de la base de données, de la gestion de la base de données, par il faut la constituer. Vous allez voir aussi que la base de données elle doit être update parce qu'il y a des éléments qui changent, des gens qui changent, des gens qui changent les adresses, des responsabilités qui changent. Et il faut toujours assurer que, bon, vous avez la bonne personne. Par moment, vous allez faire justement bon, une espèce quoi. Vous prenez le téléphone, vous faites la prospection téléphonique. Et tout ça, ça revient à l'administratif. Pour vérifier si les noms du patron est toujours le même, les chefs les chefs euh, de tel service ou tel autre service qui travaille en synergie avec vous est le même, tout ça avant d'envoyer du courrier. Est-ce que cette personne est appelée à gérer la confidentialité et la sécurité des informations? Est-ce que cette personne est censée connaître faire des mailings, public postage, un courrier vous envoyez à 1000 personnes. C'est un courrier, mais avec. Est-ce que ce sont des éléments de l'efficacité? Mais un agent administratif, il est obligé de faire tout ça. Cinquième des choses, je pense que je vais me limiter là aujourd'hui. Le rôle, le rôle des attributions d'administratif, c'est aussi les soutiens aux opérations. Cinquième attribution, soutien aux opérations. Il doit aider à la préparation des événements et des réunions. Il doit être très actif. Il doit gérer des fournitures et des équipements. Et il doit fournir un soutien administratif aux équipes, au département, aux département, à la direction. C'est un homme qui touche à tout, un homme du peuple. Un homme du peuple. Mais pas seulement quelqu'un qui est versé dans la parlotte, mais c'est quelqu'un qui maîtrise l'information de la technologie, la technologie de l'information, qui maîtrise l'ordinateur, qui maîtrise les téléphones, qui maîtrise les prospections téléphoniques, qui maîtrise des... Ça, c'est ce qui fait défaut. Et ça, je pourrais même faire par extension euh, tous les métiers, tous les métiers. Je ne parle pas du PDG, mais c'est lui qui va se charger de la tâche administrative. S'il ne connaît pas ces choses, cette boîte-là, elle a des problèmes. Tous les secteurs d'activité, hein, que ce soit au niveau de la présidence. Au niveau de la présidence, ça, c'est hyper important. Hyper important. Est-ce qu'il maîtrise la... Et parce que c'est ça le cerveau moteur de la réussite de la structure. Donc, moi, je m'arrête là aujourd'hui pour vous dire que prochainement, Dieu voulant, nous allons parler des attributions ou des tâches qui sont dévolues à un administrateur. Il y a une différence. Un administratif, un agent, un administrateur. Ça peut être les boss. OK? Donc, alors bon, aujourd'hui, je pense que je vais devoir m'arrêter là. Je vous ai communiqué beaucoup d'éléments, beaucoup d'informations. Bon, on verra comment nous allons devoir discuter certains traits